Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le raid sur le consulat d'Iran à Damas a fait au moins 16 morts et le guide suprême d'Iran affirme qu'Israël sera giflé pour les frappes en Syrie. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé et que l'actualité mondiale a fait 3 spins. C'était une drôle de semaine pour être absent parce que l'actualité, elle, n'était pas en vacances. Il me fait plaisir de te parler de Lisbonne, capitale du Portugal, où il y avait un peu d'action ici aussi parce que c'était l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement centre-droit minoritaire qui annonce peut-être des conversations que nous aurons sur un nouvel alignement des planètes politiques en Europe. Parce que les absents du gouvernement, c'est le parti d'extrême droite qui, aux dernières élections, donc il y a quelques semaines, a vu sa députation passer d'une 12aine de sièges à 50. C'est donc dire qu'il y a un mouvement d'allant vers la droite ou l'extrême droite. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je sais que tu me parlais d'un sujet qui est plus pressant, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé en Syrie cette semaine, parce que c'est à Damas que les Israéliens ont frappé, mais ça a un impact sur l'ensemble de la région. Mais en même temps, je sais pas si tu es de mon avis, ça fait longtemps que j'ai pas vu des semaines d'actualité comme ça. Je regardais ce qui se passe chez vous. Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, qui est interpellée, disons, je sais pas si c'est violemment, mais interpellée sur la rue. Puis on peut se poser des questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne pour protéger nos ministres fédéraux? Puis c'est pas la première fois que je réfléchis à ça. Je me rappelle de M. Champagne, quand il était ministre des Affaires étrangères, qui était venu, à l'époque où j'étais à Radio-Canada, seul et sans chauffeur, nous retrouver. C'est fascinant. Comment ça se peut qu'un pays comme le Canada permette à ses officiels de se déplacer comme ça pour montrer qu'on est cool, pour montrer qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Et paradoxalement aussi, pour envoyer le message qu'on dépense pas pour rien, alors que, là aussi, je pense que depuis quelques jours, vous parlez de la machine à dépenser, de la carte de crédit à Ottawa, en tout cas des annonces tous les jours. Fait qu'il y a une espèce là aussi de paradoxe. Donc, grosse actualité. Et allons donc à ce qui a ébranlé le Proche-Orient. Et je serais tenté de dire de l'illustration aussi, parce que je parlais de paradoxe avec notre gouvernement fédéral, mais il y en a là aussi un, c'est-à-dire la capacité israélienne grande, je dirais reconnue de tous, d'agir avec une intelligence chirurgicale quand elle veut frapper là et là seulement où ça compte, c'est-à-dire dans ce cas-ci l'ambassade iranienne, la section consulaire à Damas. On n'est pas loin d'Israël, mais on n'est pas en territoire souverain israélien. C'est une opération complexe pour aller éliminer 2 généraux, peut-être 3 iraniens qui étaient là pour une réunion. On sait qu'ils pouvaient peut-être comploter à organiser quelques attaques qui auraient visé les intérêts israéliens. On peut le soupçonner, c'est possible. Dans tous les cas de figure, il y a une violation de l'espace aérien, de la souveraineté nationale. Il n'y a pas de guerre entre Israël et la Syrie, guerre larvée soit. Mais donc, les Israéliens qui sont arrivés à mener leur opération avec une efficacité remarquable, un minimum de dommages collatéraux, trop. On peut pas imaginer que demain matin à Montréal, une puissance étrangère frappe, par exemple, un consulat en disant on voulait s'en prendre à ceux qui étaient dans le consulat, puis on est désolé pour les quelques autos qui, au passage, ont volé en éclats, puis peut-être les blessés. Mais dites-vous que c'est une bonne nouvelle parce qu'après tout, il n'y a pas eu tant de dommages collatéraux. Les Israéliens ont été capables de faire ça, d'organiser cette opération qui a évidemment indigné les Iraniens. Les Américains, à l'époque de M. Trump, avaient fait aussi ça avec un des responsables des opérations à l'étranger, opérations militaires, M. Soleimani. Ça avait fait beaucoup râler les Iraniens. Mais il faut voir qu'en coulisses, il y a une espèce de mathématique qui est comme acceptée. Tu me donnes une gifle là, puis je te réponds là, puis on évite les débordements. Je ne sais pas si en ce moment, entre les Israéliens et les Iraniens, le compte est bon. Chose certaine, les Iraniens ont dit il n'est pas question qu'on ne riposte pas, qu'on réplique pas. La crédibilité iranienne dans la région est évidemment en jeu. Quelle sera l'ampleur de la réplique? Parce que c'est une agression substantielle. Normalement, c'est une zone sanctuarisée, une ambassade, un consulat. C'est souvent le cas que ces vitrines nationales sont prises pour cible, mais qu'un État directement, même si Israël n'a pas reconnu, s'attaque à ça, c'est du costaud. Et je disais, paradoxe et troublant, parce que cette efficacité
des Israéliens dans leurs opérations militaires quand ils veulent décapiter leur opposition. On l'a vu aussi ailleurs à l'œuvre, à Beyrouth, un leader du Hamas cette fois, qui avait été ciblé précisément dans une pièce d'un immeuble où il se trouvait. Je répète, dans une pièce d'un immeuble où il se trouvait, c'était pas l'ensemble de la structure qu'on a attaqué et ça a fonctionné. Alors, du point de vue du Hamas, évidemment, c'est une catastrophe. Du point de vue des Israéliens, c'est une bonne nouvelle, mais on est en droit de se demander, compte tenu de ce que cette semaine et encore aujourd'hui, ce qui fait beaucoup jaser, c'est cette ONG qui aurait été ciblée par erreur à Gaza. ONG qui faisait du ravitaillement alimentaire. On sait que Gaza, toute la région, est à risque de famine. Sinon, déjà, il y a des poches de famine. C'est une catastrophe humanitaire, il n'y a pas de doute. Je pense que à peu près tout le monde s'entend là-dessus, y compris le plus indéfectible des alliés israéliens et des États-Unis qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, comment expliquer une bavure, parce que c'est ce que disent qu'ont fait les Israéliens, ils se seraient trompés en ciblant malencontreusement du ravitaillement et une organisation humanitaire internationale. Et comment expliquer que dans les opérations à Gaza, c'est clair que c'est un foyer de guerre, mais que les Israéliens ne soient pas capables de plus de précision chirurgicale quand ils disent vouloir éradiquer le Hamas. Il y a un Québécois qui est mort là-dedans, Stéphane, d'ailleurs. Hein? Il y a un père de famille, j'ai vu ça dans le journal ce matin, de la Beauce, qui est mort dans ce tragique incident-là. Là. Alors, incident, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est le mot tragique, il n'y a aucun doute. Alors, comment expliquer que, encore une fois, une guerre, c'est pas exactement la même chose qu'une opération ciblée, comme ils en ont mené à Beyrouth et à Damas, mais comment expliquer que les dommages collatéraux, dans le cas de Gaza, semblent souvent l'emporter sur la réalité de ce qu'ils peuvent infliger de réels dommages au leadership du Hamas, parce qu'on pense qu'il n'est pas encore parfaitement décapité. Donc, jusque où, puis je l'ai posé souvent cette question, faudra-t-il aller pour que les Israéliens soient convaincus d'avoir réglé l'affaire? Mais il y a comme deux poids, deux mesures, quelque chose qui fait d'ailleurs tiquer beaucoup les Américains. Je reviens toujours là-dessus parce que sans l'appui américain, les opérations israéliennes sont très difficiles. Puis on pourra revenir sur ce que M. Biden a dit à l'instant. Mais c'est comme si les dommages collatéraux à Gaza, je peux pas le dire ou le garantir, je veux pas présumer du pire, mais faisaient partie de l'équation, alors qu'ailleurs, ils sont capables de les réduire au maximum, ces dommages collatéraux. Puis, ce qui est certain dans le cas de la bavure de cette semaine, c'est que ça ne va faire qu'accentuer la pression et la famine sur Gaza, à telle enseigne que le fameux quai flottant qu'on est en train de déployer pour permettre d'acheminer via la mer Méditerranée de l'aide humanitaire et non pas par les points d'entrée, par exemple en Égypte, que Israël contrôle pas mal, cette nouvelle ouverture, ce nouveau point d'entrée est remis en question et on avait eu cette discussion, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a la 6e brigade de transport américaine dont la doctrine dit que tu peux pas construire des infrastructures si tu peux pas les sécuriser d'un bord et de l'autre. Or, les Américains ont dit qu'il n'y aurait pas de bottes de soldats américains sur la plage à Gaza. Alors, comment faire en sorte qu'ils soient capables de sécuriser? Et est-ce que les Américains, en ce moment, ont cette assurance qu'ils ne seront pas, par erreur, pris pour cible? Alors, tu as une accentuation de la situation humanitaire gravissime à Gaza, avec, je dirais, on n'a pas à décliner au conditionnel les risques de famine. Ça se produit présentement dans un contexte où on sait que ceux qui livrent la guerre, et on peut comprendre qu'après le 7 octobre, les Israéliens soient sortis de leur go, mais ces gens ont la capacité d'intervenir avec une précision fine, une intelligence et une efficacité sans pareil dans le monde, je dirais, moderne de la guerre. Et le programme, en ce moment, c'est à l'inverse, c'est-à-dire destruction massive, parce qu'une fois que ça sera réglé, il y a des questions sérieuses qui vont se poser, c'est-à-dire les populations qui vont rester à Gaza vont vivre comment? Et cette famine qui commence va durer combien de temps? Parce qu'instantanément, on peut pas solutionner ça. Donc, à court et moyen terme, il y a des vraies questions qui vont continuer à se poser. Puis à côté de ça aussi, c'est quelle sera la riposte iranienne? Qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? Est-ce qu'ils vont s'attaquer à des ou une ambassade puis dire on est
c'est fini, kif kif bourrico, ou au contraire dire à leurs alliés du Hezbollah, qui sont nombreux, très armés. Quand je dis nombreux, on parle de dizaines de milliers de soldats. Puis la dernière fois que les Israéliens, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, la dernière fois qu'ils sont rendus dans le sud-Liban, ça s'est pas passé exactement comme ils le souhaitaient. Alors, est-ce qu'ils ont les moyens d'ouvrir un deuxième front? Parce qu'à Gaza, il y aura continuellement de la résistance. Est-ce que les Iraniens vont dire à leurs amis du Hezbollah qu'ils financent? Effectivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, on peut appuyer sur l'accélérateur. Est-ce que l'Iran pourrait être tenté par une intervention plus directe? J'en doute. Je pense pas que les Iraniens, pas plus que les Israéliens, veulent un conflit ouvert, mais même un conflit larvé peut embraser la région. Alors, c'est vraiment pas rassurant et je crois qu'on peut parler assurément d'une escalade là-bas. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Stéphane, on garde un œil sur les primaires, même si tout est déjà joué, mais c'est quand même intéressant de voir que tant du côté de Trump que du côté de Biden, ben, il y a quand même de l'opposition, il y a quand même des adversaires. As-tu été surpris? Oui et non. Oui et non, parce que les deux sont contestés, mais c'est sûr qu'on garde un œil aussi sur Kennedy. Alors, ben, je suis content que tu en parles. Il y avait des primaires cette semaine. C'est vrai que ça n'a aucun impact parce que dans les deux cas, pour M. Biden comme pour M. Trump, ils savent qu'ils seront le candidat désigné du parti. Ce qui est intéressant quand on surveille ce qui s'est passé mardi, donc c'était dans quatre États, le Connecticut, le Rhode Island, New York et le Wisconsin, c'est que c'est pas des rats de marée. Alors évidemment, ils sont incontestablement les champions de leur parti, mais dans certains cas, au Rhode Island, pour M. Biden, c'est 15% des électeurs démocrates qui ont choisi de cocher la case aucun de ces candidats, qui est une forme de protestation. Puis au Connecticut, pour M. Trump, parce qu'il y a aussi de la contestation, c'est 15% des électeurs républicains qui ont choisi d'appuyer Mme Haley, alors qu'on sait tous qu'elle n'est plus dans la course, mais son nom figure toujours sur les bulletins de vote, 15%. Donc, ça dit que M. Trump n'a pas encore parfaitement réussi à convaincre tout le monde. Et dans ce contexte-là, puisque tu parles de M. Kennedy, et on en a une fois ou deux, je pense, parlé, c'est la variable qui fait peur, mais très sérieusement à tout le monde, surtout aux démocrates. Mais M. Trump commence à en parler. Je le répète, M. Kennedy, Robert Kennedy Jr., le fils donc de l'ancien ministre de la Justice, Robert Kennedy, qui avait été assassiné pendant les élections primaires en 1968 en Californie, M. Kennedy fait facilement et régulièrement autour de 12% dans les sondages. C'est l'empêcheur d'élire en rond, appelons-le comme ça. Est-ce qu'il sera président des États-Unis en novembre prochain? Non. Mais il peut certainement coûter la victoire et surtout à M. Biden et à son équipe qui s'en inquiètent. Il livre une guerre impitoyable pour faire en sorte que son nom ne se retrouve pas sur les bulletins de vote dans les 50 États, parce que c'est un processus très compliqué. Il faut mobiliser des centaines de milliers de personnes, aller chercher des signatures pour pouvoir être qualifié dans tous les États. Mais en ce moment, ce qui est troublant, c'est que M. Kennedy n'a pas la protection des services secrets américains. Or, Mme Haley, qui est plus candidate, au mois de mars dernier, parce qu'elle a eu des menaces sérieuses, a demandé la protection des services secrets et l'a obtenue. Ça fait 5 fois que M. Kennedy et son équipe demandent que les services secrets prennent en charge sa sécurité, comme c'est monnaie courante pour tous ceux qui aspirent à devenir président des États-Unis quand on est candidat. M. Obama, 18 mois avant les élections de 2016, était déjà protégé par les Secret Service parce qu'on savait qu'il y avait des risques. Quand on fouille, parce qu'on a eu accès à certains documents, quand on fouille donc dans les archives récentes des Secret Service, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait des menaces sérieuses à l'endroit de M. Kennedy, que sa vie était en danger. Il faut quand même se rappeler que son père et son oncle ont été assassinés. Lui fait partie de ceux, ça ajoute à l'équation, qui courageusement ou non, j'en sais rien, mais en tout cas, ça prend un certain toupet, disent « Mon oncle, Jack Kennedy, a été assassiné avec la complicité des services secrets américains. »
Donc, c'est évidemment rien pour rassurer. C'était apparemment ce que son père à lui pensait, ministre de la Justice de Jack Kennedy, Robert Kennedy, apparemment pensait que, et c'est ce que son fils rapporte aujourd'hui, qu'il y aurait eu des officines de l'État, et pour ne pas la nommer, la CIA, qui aurait été plongée dans ça. J'ai rien à suggérer de nouveau à ce chapitre, sinon que c'est le discours de Robert Kennedy Jr. C'est quelqu'un qui, sur plein d'enjeux, est à rebrousse-poil de ce qu'on pourrait appeler le discours mainstream, qui est exposé sur plusieurs flancs, mais qui a des scores dans les sondages conséquents et dont la vie est potentiellement menacée. Il y a un intrus qui a passé la clôture de sa résidence à Los Angeles. Il y a quelqu'un qui a été arrêté à un petit rassemblement politique qui se faisait passer pour un agent, je pense, des services secrets ou sinon de la CIA, très lourdement armé. Et les services secrets étaient prêts à déployer des équipes. C'est pas arrivé. Pourquoi? Le secrétaire à la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur, a l'autorité pour dire au Secret Service, occupez-vous de le protéger. Le président peut faire ça aussi. Monsieur Carter, en 1980, n'aimait pas l'oncle de Robert Kennedy Jr., Ted Kennedy, qui contestait le leadership du président en exercice, Monsieur Carter. Malgré tout, parce qu'il savait que Ted Kennedy était peut-être à risque en faisant campagne, les services secrets immédiatement se sont chargés de sa protection, comme tous les présidents qui ne sont plus au pouvoir sont protégés. Monsieur Trump, aujourd'hui, est lourdement protégé par les services secrets, puis on peut imaginer qu'il y a de bonnes raisons de le protéger. Alors, comment se fait-il? L'équipe de Monsieur Kennedy dit, écoutez, ça nous coûte très cher. C'est 20 à 30 sous de chaque dollar qu'on reçoit pour la campagne qu'on est obligé d'investir en sécurité. Alors, j'ai pas fait un audit pour savoir si c'est vrai. C'est sans doute de bonne guerre d'augmenter, de booster un peu ces chiffres, mais c'est vrai que c'est un handicap sérieux. Stéphane, en quelques secondes avant qu'on se quitte, qu'est-ce que tu nous réserves à Contact cette semaine? Alors là, c'est vraiment très différent. C'est champ gauche, c'est le cas de le dire. Le patron du Parti communiste français, parce que ça existe toujours, qui était candidat au présidentiel en 2022 avec un score de 2,3%. Alors, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Le Parti communiste en France, qui a déjà été extrêmement influent, qui pesait très, très lourd. Il y a déjà eu des ministres communistes qui siégeaient autour de la table avec M. Mitterrand à l'époque où il a été élu une première fois en 1981. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'être communiste en 2024? Est-ce que c'est une marque, un brand qui porte encore? Et Fabien Roussel, qui est le patron, jeune, dynamique, jeune cinquantenaire, dynamique, et qui est très conscient de ce qu'est un passif quand tu es communiste, parce que dans l'histoire du 20e siècle, le communisme n'a pas fait que des sourires, n'est-ce pas? Donc, il est conscient du passif, mais il dit, nous avons une grande histoire, et c'est vrai que plein de réformes, que le progrès social en France est aussi lié au Parti communiste, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Puis deux enjeux, on vient de parler de Gaza, il revenait quand je l'ai croisé, quand je l'ai rencontré à mon studio, il revenait d'une mission en Israël et à Gaza, il fait partie de ceux qui parlent de ce que la région est à risque de génocide. Il ne pense pas pour autant que le Hamas soit encore un interlocuteur crédible. Et sur la question, je dirais, amusante par moment du ton qu'emploie le président Macron quand il dit qu'il va aller en guerre contre les Russes ou en fait qu'il est prêt à se tenir debout. Lui, il dit c'est comme un petit caniche, un petit poodle blanc qui aboie devant un gros ours avec griffes et dents sorties. C'est pas sérieux, pense-t-il. Et surtout, il croit que c'est une manœuvre de diversion pour ne pas parler de ce qui va très, très mal en France. Puis on pourrait appliquer ça à d'autres pays où la guerre et le discours sur la guerre fait oublier qu'il y a des enjeux dans nos pays qui sont pressants, mais dont on parle peut-être un peu moins. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir de te voir une fois cette semaine. Je me suis ennuyé, je sais pas si ça peut se dire. Demain, malheureusement, je peux pas être avec vous, mais lundi, on se retrouve et je me disais, oh, c'est fini. Ciao. Toujours du Portugal? Non, on se parlera lundi de Paris. Ah, mais dis-toi que la météo est certainement plus clémente que les 25 centimètres de neige et les forts vents qu'on reçoit actuellement. Je t'envie. Je vous l'assure, c'est un peu mieux. Ciao. Salut Stéphane.